À tous, présents et venir, salut! Suite de la vidéo de la semaine dernière, dans notre remontée du temps pour comprendre le chemin qui a conduit le Japon à attaquer les USA en décembre 1941. Nous allons voir dans cet épisode la période 1920-1927. Pour rappel de la semaine dernière, le Japon a été l'un des alliés victorieux de la Première Guerre mondiale et est reconnu comme une grande puissance. L'Empire a pu consolider ses possessions en Chine, mais l'attitude du gouvernement japonais énerve les grandes puissances, britanniques et américains plus particulièrement. Et ce, sans vraiment arriver à ce que la population de l'Empire ait une grande confiance dans ses élites politiques. Toutefois, à la fin de 1919, il semble qu'ils aient toutes les cartes en main pour que cette décennie qui s'ouvre leur soit particulièrement favorable. Nous allons commencer par le contexte socio-économique dans les îles de l'Empire du Soleil Levant. La période de la guerre a permis aux Japonais de se profiler aussi comme la première industrie de l'Asie. À la fin de la guerre, le Japon est capable de produire pratiquement tout ce qu'il importait précédemment. Ses exportations sont aussi en forte croissance sur les marchés indiens et chinois. Alors, comme il n'y a pas de règle contre les concentrations d'entreprises, d'immenses conglomérats voient le jour. On les appelle les Saibatsu. Et il y en a 4, dont les noms vous diront encore peut-être quelque chose. Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda. Ils insufflent au gouvernement japonais un positionnement très classique de cette époque. Une volonté de réduire les dépenses de l'État au strict nécessaire, des conditions salariales très dures et une bonne dose de corruption quand même. Ces grands groupes voient la montée du communisme d'un très mauvais œil. Les mouvements sociaux, comme les grèves, sont vigoureusement réprimés. D'ailleurs, les Japonais interviennent en Sibérie pour taper du bolchevisme. La victoire des démocraties en Europe a aussi quelques effets positifs au Japon. Les conditions d'accès au vote sont un peu revues et le nombre de parlementaires s'accroît. Certains aussi s'interrogent au Japon sur l'intérêt même de l'Empire et une sorte de mouvement progressiste commence à poindre le bout de son nez. Mais le refus d'accorder la proposition japonaise de l'engagement de la Société des Nations en faveur de l'égalité raciale, et pour laquelle la population s'était beaucoup mobilisée, laisse des traces profondes. Lors de la dernière vidéo, je vous avais montré une photo de Fumimaro Konoe, en le qualifiant de journaliste. S'il est vrai qu'il a écrit un essai aboutissant à la proposition d'égalité raciale, il est surtout un politicien de premier ordre, issu d'une des familles les plus prestigieuses et plus puissantes du Japon. Dans cet essai de 1918, il attaque les démocraties occidentales. Son regard n'était vraiment pas tendre. Pour lui, ces sociétés sont hypocrites. Elles soutiennent la démocratie, la paix et l'autodétermination, tout en affirmant leur propre version de l'impérialisme. Le rejet de l'égalité raciale dans les statuts de la Société des Nations le renforce dans sa critique. Il commence, avec d'autres, à discuter du nationalisme pan-asiatique et du droit pour le Japon de s'étendre en Chine. On retrouvera ce monsieur à la prochaine vidéo. Toutefois donc, retournons entre 1919 et 1921, avec le Premier ministre Hara Takashi, les forces politiques libérales sont au pouvoir avec un agenda de politique extérieure plutôt pro-occidental. Pour la petite histoire, M. Takashi s'est fait baptiser catholique et a choisi un chouette prénom de baptême, David. Et pour continuer dans l'amusant, sur Wikipédia anglais, il est écrit qu'il a reçu les insignes de commandeur de l'ordre de Léopold, l'équivalent belge de la Légion d'honneur. Mais je n'ai pas pu vérifier ni trouver pourquoi. Alors, si vous avez des infos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En mars 1921, le prince héritier Hirohito se rend pour un tour en Europe qui durera 6 mois. Il passe par la France, les Pays-Bas, la Belgique, l'Italie et l'Angleterre. Cette dernière étape l'a profondément impressionné. Il est ébloui par la liberté informelle de la famille royale. D'ailleurs, le premier jour où Hirohito est au palais de Buckingham, le roi George V l'invite à son breakfast, et il est pour ça en bretelles et en pantoufles. Il se sent reconnu comme un égal au plus grand monarque de la Terre. Cette période sera pour le futur empereur parmi les plus beaux moments de sa vie. Le 25 novembre 1921, peu de temps après son retour au Japon, Hirohito est nommé régent. En effet, son père commence à montrer des signes croissants de démence.
Ce voyage fait vraiment forte impression sur lui. Il a pu observer les destructions de la guerre en Europe et il en mesure les conséquences dramatiques. Et la vie à l'européenne lui plaît vraiment bien, ça est vraiment trop cool. Mais les couleurs de ce beau tableau perdent très vite de leur éclat. Les Européens tournent leur économie de guerre aussi vers une économie de paix. Ils ont par exemple beaucoup moins besoin des tissus ou des vêtements provenant du Japon. Et puis eux aussi voudraient repasser à des exportations vers d'autres pays. Car la guerre leur a coûté non seulement des hommes qui ne seront plus des pères de famille ou des travailleurs, mais l'économie est à genoux. Les conditions sont ainsi réunies pour un événement majeur, la conférence de Washington. À l'issue de 1918, les USA sont de facto les seuls en position de force. Rappelons-nous aussi qu'en 1915, le Japon avait obtenu, sous la contrainte, des concessions de la Chine. Concessions qui avaient été en partie corrigées au traité de Versailles. Mais cette tentative conduit les USA à une méfiance vis-à-vis du Japon. Les États-Unis n'aiment pas du tout l'extension de la puissance japonaise en Asie de l'Est. En plus, ils sont pas du tout cool avec le traité militaire entre le Japon et la Grande-Bretagne, qui date de 1902 et qui doit être renouvelé en 1922. Ils ont peur de se trouver isolés dans cette partie du monde. En plus, la guerre a conduit presque involontairement à une course aux armements entre la Grande-Bretagne et le Japon. Les forces navales japonaises commencent à pouvoir rivaliser avec celles des USA, qui n'étaient pas bien terribles à cette époque. Pour prendre un exemple, les USA avaient 36 cuirassés pour 20 japonais. En plus, les japonais étaient capables de fabriquer des cuirassés, comme le Nagato, sensiblement meilleurs que leurs concurrents US de la classe Colorado. Alors, en guise d'échauffement, les USA adressent un ultimatum à la Grande-Bretagne pour empêcher le renouvellement de l'alliance anglo-japonaise. Les Américains menacent d'intervenir sur la question irlandaise. Il faut dire que l'Irlande s'est rebellée en 1916 et 10% de la population des USA est originaire directement ou indirectement de ce pays. Alors un ultimatum, c'est pas une carte de vœux. Les Britanniques font leurs petits calculs et décident de se rapprocher définitivement des USA. Il faut dire que sans l'intervention US en 1917, l'Allemagne aurait bien pu gagner la Première Guerre mondiale. Ils ont une dette et pas que morale vis-à-vis des USA. Alors ça n'engage que moi, mais je ne suis pas loin de penser que l'hégémonie britannique sur le monde est décédée après une longue maladie le 21 juin 1921, quand le Premier ministre britannique Lloyd George fait le choix de l'alliance avec les États-Unis. Le gouvernement américain imagine alors une double conférence internationale, l'une pour réduire les dépenses en armement, et l'autre pour réduire la tension en Asie de l'Est, ainsi que dans le Pacifique. La Grande-Bretagne n'est plus en mesure économiquement de poursuivre cette course aux bateaux de guerre et est en faveur d'une telle conférence. Même s'ils ont un peu à travers la gorge, ils sont un peu énervés par l'ultimatum précédent et par la volonté unilatérale des États-Unis d'organiser cette conférence exclusivement à Washington, ignorant obstinément les propositions britanniques de tenir une partie de la conférence en Europe et au passage en foulant du pied la pauvre Société des Nations qui vient à peine de naître. La conférence navale de Washington a eu lieu pendant l'hiver 1921-1922. Alors pour bien comprendre cet élément essentiel de l'histoire du XXe siècle, élément trop souvent négligé, je vais regrouper les conclusions de la conférence en fonction des trois principaux traités qui ont été signés. Je mettrai aussi en évidence les points de la théorie de jeu qui pourraient être identifiés dans ces accords. Commençons donc par le traité des 4 puissances. Il garantit un statu quo entre les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Japon et la France. Valable 10 ans, le traité engage les signataires à respecter leurs droits mutuels touchant aux possessions insulaires et à régler tous les différends entre elles par le biais de conférences qui seraient convoquées. Si une tierce puissance venait à menacer leurs possessions, les signataires se consulteront sur les mesures à prendre. C'est une merveille d'équilibre de Nash. D'abord, premièrement, parce qu'ils n'ont pas 3 puissances où on peut vite se retrouver à 2 contre 1, mais 4. Le Japon gagne en sécurité, la France jouant le rôle de garant pour le Japon face à une alliance anglophone. Pour les USA, cet accord rend caduc l'accord bilatéral précédent entre le Japon et les Britanniques. Et pour ces derniers, ils n'ont pas à sacrifier leur relation avec l'Empire du Soleil Levant
sur l'autel de leur nouvelle alliance avec les USA. En plus, leurs dominions, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont tranquilles. La France n'a plus à craindre que les Japonais poussent jusqu'en Indochine. En fait, les concessions faites par les USA sont les plus conséquentes. Ils renoncent à renforcer leur défense dans le Pacifique, et ce pour rassurer les Japonais. Pendant 10 ans, ils s'engagent à ne pas créer de base militaire, ni à Hawaï, ni à Midway. Et donc, il n'y aura, à ce moment-là, pas de Pearl Harbor. C'est le premier traité qui est signé le 10 décembre 1921. Il permet d'établir une confiance forte entre les grands du Pacifique. Comme tout est lié, aucun des 4 signataires voudra prendre le risque ensuite de perdre les bénéfices lors des autres discussions. Et cela va avoir une influence énorme sur la suite de la conférence. Malheureusement, le Premier ministre David Hara Takashi ne sera pas témoin de cette avancée. Il est poignardé en novembre 1921 par un activiste d'extrême droite à la gare de Tokyo. Et il sera remplacé par le chef de la délégation japonaise à son retour de Tokyo, Kato Tomasoburo, dont je ne ferai pas de blague lourdingue sur un Kato qui remplace un Kato. Un peu de dignité quand même. Ensuite vient le traité des 5 puissances. Il établit un équilibre des forces. Il sera signé en février 1922. Et il fixe des proportions de navires de ligne, les cuirassiers, tels que pourront conserver les signataires. Alors, grosso modo, respectivement 5 pour les États-Unis et l'Angleterre, 3 pour le Japon, 1 75-75 pour la France et l'Italie. Le tableau ici vous montre les tonnages acceptés. L'Italie a particulièrement bien joué le coup car la France a besoin de leur support. Durant la Première Guerre mondiale, pratiquement toutes les ressources financières et industrielles de la France ont été orientées vers l'armée de terre et un peu vers l'aviation. Sa marine était dans un piteux état. Un gel de la construction des navires de guerre la mettrait définitivement hors jeu. Ils obtiennent qu'une partie de la flotte française, leurs croiseurs et sous-marins, soit considérée comme une sorte de défense uniquement, et soit exclus de l'accord. Pour apporter leur voix à la France, l'Italie et le Japon exigent donc la même chose. Ça permet en outre au Japon d'accepter le ratio défavorable pour les navires de ligne. En effet, en cas d'alliance USA-Brits contre une paire franco-japonais, le ratio serait défavorable aux franco-japonais avec un score de 4,75 contre 10. Et encore, il faut que la France envoie toute sa flotte à son secours. L'armement et le tonnage de ces croiseurs est également défini. Du coup, les Italiens se retrouvent avec une supériorité écrasante face à la France sur la Méditerranée. Un point intéressant est le traitement particulier des porte-avions. Question qui n'intéresse vraiment que les Américains, les Britanniques et les Japonais. Il y a d'abord la limitation du tonnage global repris dans le tableau. Ensuite, chaque pays n'avait droit qu'à 2 porte-avions de plus de 27 000 tonnes. Et pour en plus, chacun ne pouvait pas dépasser 33 000 tonnes. Cette règle permet de convertir certains cuirassiers en cours de construction en porte-avions. L'application de cette règle nous donnera les plus célèbres porte-avions de l'histoire, les classes Lexington, Akagi et Courageous. La doctrine de la marine des States se modifie d'une flotte reposant sur les cuirassés vers une flotte reposant sur les porte-avions, et vous savez que ça s'avérera une très bonne idée. Puisque nous sommes du côté des Ricains, nous ne pouvons être qu'admiratifs de la capacité de leurs négociateurs à bien sentir les points de rupture des autres délégations. Et ainsi être capable d'être juste au-dessus du point où les gens quittent la table. Et ça, c'est une véritable prouesse. En théorie des jeux, et en particulier en négociation, c'est vraiment essentiel. Voilà. Dites, vous ne sentez pas que c'est un peu trop fort pour être honnête ? Alors, pourquoi pensez-vous qu'ils aient tant insisté pour que la conférence se tienne dans leur capitale? Ils ne voulaient pas être loin de la maison pour conduire les enfants à l'école? Non, évidemment. S'ils ne sont pas mauvais en négociation, ils sont encore bien meilleurs en espionnage et en cryptographie. Dans la théorie des jeux, la connaissance de l'information sur le comportement de l'autre joueur est, on s'en doute, cruciale. Une unité spécialisée appelée The Black Chamber décrypte les messages et principalement de la délégation japonaise. Cela donne un avantage décisif. La proposition définitive est juste au-dessus du minimum que le gouvernement japonais pouvait accepter, mais très largement en dessous de ce que l'armée et la marine pouvaient accepter à Tokyo. Et ça, les cryptographes ne pouvaient pas le savoir. Le rapport de force politique au Japon s'en trouve chamboulé.
Parlons maintenant du troisième traité. La troisième vallée de traité est celui dit des 9 puissances. Aux 5 lascars déjà présents et qui ont déjà engagé 2 accords, on ajoute la Chine. C'est logique, c'est d'eux dont on va parler. Alors les Pays-Bas, logique aussi, ils ont des colonies importantes dans le Pacifique, les Indes néerlandaises, l'Indonésie quoi, qui est d'ailleurs une perle en termes de ressources naturelles. Le Portugal, qui lui aussi a des intérêts dans le coin, notamment le comptoir de Macao en Chine. Alors, vous dites que la 9e puissance doit être un grand pays, probablement européen, alors vous... voilà, devinez. L'Espagne? Mais non, raté. L'Union soviétique? Ah, 1920, c'est pas encore ça. Ah, je vous le donne dans le mille, c'est la Belgique. Si vous savez pourquoi, merci aussi de le mettre en commentaire, moi j'ai pas tout compris. J'espère que les Chinois d'ailleurs sont pas venus avec des grandes attentes, parce qu'ils vont partir avec pas grand chose. L'idée des 7 puissances, que je mets la Belgique de côté, est de faire confirmer par la République chinoise les accords passés avec la Chine impériale lors de la guerre des boxeurs que nous avons évoquée dans cette vidéo. Non, c'est de l'autre côté. Grosso modo, on propose de maintenir le marché chinois sur un pied d'égalité entre les autres puissances. Ainsi, aucune puissance internationale n'aura le contrôle total du pays. C'est tout à fait contraire au 4e groupe de revendications que les Japonais avaient imposé à la Chine en 1915, et dont nous avons déjà de nombreuses fois parlé. Pour leur part, les Chinois tentent bien de faire valoir d'autres principes. La seule chose qu'ils obtiennent est une promesse d'auto-retenue des différentes puissances. Alors, ça veut dire quoi, auto-retenue? Ça veut dire qu'ils s'engagent à ne pas exploiter les crises chinoises à des fins propres ou de menacer les intérêts des autres puissances. Les États-Unis font pression sur les Japonais pour compléter le traité des 9 par un accord bilatéral avec la Chine concernant la restitution du Shandong, une province, et également la vente d'une ligne de chemin de fer. Alors, au vu des différents accords déjà conclus, les Japonais acceptent. Et franchement, le bilan de 1922 est excellent. Plus de paix, plus de stabilité. Mais 1923 ne sera pas du même tonneau, hélas, 3 fois hélas. D'abord, le Premier ministre Kato, qui suit les accords de Washington à la lettre, meurt subitement des conséquences de son cancer en août. Mais surtout, le 1er septembre 1923, vers midi, la ville de Tokyo est secouée par un terrible tremblement de terre de magnitude de 7,9. Pour aggraver ça, c'est le temps de midi, et les cuisinières préparent à manger. Les feux se déclarent un peu partout dans la ville. Et comme ça ne suffit pas, Tokyo est balayé par un vent violent que d'un typhon qui venait de passer il y a quelques jours. Ce sont des véritables tempêtes de feu qui s'abattent sur les habitants. La moitié de la ville est détruite et il faudra 2 jours pour maîtriser les incendies. 40 000 personnes seront littéralement incinérées dans leur quartier. Le bilan total est entre 100 000 et 140 000 victimes. Si on ajoute le tsunami qui s'en suivit et les dégâts aux autres villes, dont Yokohama, c'est 1,9 million de personnes qui sont sans abri. Au niveau de l'effort de guerre, le croiseur de guerre Amagi, en cours de conversion en porte-avions, conformément au traité naval de Washington, est endommagé au-delà de la réparation, le menant à être mis au rebut. C'est le cuirassé rapide inachevé Kaga qui sera reconverti en porte-avions. Porte-avions pour lequel j'ai une tendresse particulière. Alors encore un truc pour faire une vidéo un jour. Quand une catastrophe aussi dévastatrice survient, il y a toujours des gens qui cherchent des coupables. Des rumeurs accusent les Coréens d'avoir allumé les feux pour profiter du tremblement de terre afin d'affaiblir le Japon. Coréens qui s'étaient révoltés en mars 1919. Pour identifier les Coréens, des groupes de miliciens font des patrouilles et interrogent les passants. Alors, un shibboleth est un mot ou une phrase qui ne peut être utilisé ou prononcé correctement que par les membres d'un groupe. En Belgique, on connaît le fameux Schild en Vriend de la bataille des éperons d'or. Ici, ce sont des chiffres. Ju, Go, M, 15e. Ceux qui ne savent pas prononcer correctement ces mots, en plus, ça marche pas très bien, parce que de nombreux Chinois, Okinawais et autres Japonais d'autres régions sont identifiés à tort comme Coréens. Certaines sources parlent de quelques 4000 victimes de ces violences. En 1924, le Japon soigne ses blessures. L'empereur se marie et la population se passionne pour les Jeux Olympiques de Paris où il y a une délégation d'athlètes nippons. Il y a également des élections générales. Mais il n'y a pas de vainqueur. C'est donc une très large coalition qui prend les rênes du pays avec un premier ministre, Kato Takaaki,
encore un Kato, si je puis dire. Enfin, le prénom. C'est lui qui avait poussé le Japon à entrer en guerre en 1914 et il est le rédacteur des 21 demandes à la Chine en 1915. Son action politique est assez contrastée. Il arrive, malgré son gouvernement très large, à imposer le suffrage universel uniquement pour les hommes. Quand même, on est encore en 1920. Mais surtout, en 1925, son gouvernement promulgue une nouvelle loi de la préservation de la paix. Son but est de supprimer les communistes et anarchistes et tout autre agitateur contre le kokutai, l'essence de la nation souveraine. Avec une notion aussi vague, le risque n'est pas mince de l'avoir utilisé dans un cadre plus dictatorial, et ça ne m'a pas manqué. Mais être Premier ministre est en ce moment-là un job de très courte durée. Takahaki meurt d'une pneumonie en 1926. Dans la rubrique nécrologique, en décembre 1926, c'est l'empereur Taisho qui meurt. Et il est remplacé par l'empereur Showa Hirohito. Ceci nous amène à notre destination. Nous sommes en 1927 maintenant, et c'est ici que je clôture cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!